Bien, alors je suggère que nous continuions, enfin, on va pousser plus loin cette discussion en fin de journée, une fois qu'on aura écouté toutes les communications. Donc nous commençons par celle de Mathieu Ray, donc de l'IFPO, c'est l'Institut français du Proche-Orient, que nous avons attrapé juste pratiquement à son retour de Beyrouth. Donc nous avons la chance d'avoir sa communication sur la violence en bord d'Euphrate. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir convié à cette rencontre qui s'annonce tout à fait passionnante parce qu'effectivement, on va pratiquer une chose que j'aime beaucoup, à savoir décloisonner certaines aires qui ont du mal à dialoguer entre elles du fait de découpages historiquement situés dans l'académie et qui font que parfois on oublie ce qui se passe ailleurs, et c'est un jeu auquel je me prête volontiers entre deux autres aires. Henri Laurence m'a convié à cette rencontre avec une proposition simple. On va parler de la violence. Donc j'ai essayé de comprendre sur mes propres terrains ce que cela pouvait signifier, à savoir cette force non contenue ou cette impétuosité des comportements. Et pour cela, j'ai voulu revenir sur un travail que j'ai entrepris depuis quelques années autour d'une zone à la marge, qui n'est pas sous le regard des projecteurs en général, à savoir le fleuve de l'Euphrate, et plus précisément sa jonction entre l'actuelle frontière syro-turque et ses bords fluviaux. Pour commencer par une image qui conclura cette présentation, en octobre 2014, les avions de la coalition survolent soudainement Jarablus, qui est donc cette ville frontalière, annonçant une libération potentiellement promise. Certaines forces qui se prétendent de la révolution syrienne s'emparent de ce motif pour secouer le joug du nouvel occupant qu'est l'État islamique installé depuis quelque temps. Mais malheureusement, l'ordre n'est pas venu de procéder à une transformation du système politique sur place. C'est la ville de Kobané qui est le cœur ou le centre de la bataille, et non pas sa périphérie, c'est-à-dire la ville qui est de l'autre côté du fleuve, Jarablus. En réponse, ce seront des têtes plantées sur le sérail, qui lui-même est le symbole de la construction d'un ordre étatique produit par la puissance mandataire, reflet de la construction lente et progressive d'un front devenu frontière, devenu un ordre figé ou un ordre établi dans le temps et dans l'espace. Sur les violences, nous connaissons pour le Moyen-Orient les études qui soient sur les régimes, le régime de Saddam Hussein ayant concentré beaucoup d'attention avec des livres noirs et autres, sur des moments violents, on parlait du génocide arménien que nous allons vite recroiser ici, ou encore sur différentes formes de processus, c'est-à-dire les implications géopolitiques qui ont pu amener à des débordements violents, et la Première Guerre mondiale en est un cas par excellence. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques réflexions autour de l'idée de... et je vais mettre mon chronomètre en route parce que sinon je vais parler beaucoup trop longtemps. De réverbération de la violence, c'est-à-dire la manière dont la violence n'agit pas seulement sur des groupes de population, mais par les systèmes de déplacement qu'elle opère au sein des sociétés, par les reconfigurations qu'elle force. Elle pousse à une modification de deux paramètres qui sont normalement les paramètres de l'expérience, à savoir le temps et l'espace, dilatant l'espace pendant un moment donné et au contraire concentrant le temps et le figeant pour les acteurs qui sont bloqués dans un présent permanent, dans la mesure où ils font face à cette impétuosité toujours. Le choix de l'Euphrate, c'est aussi le choix d'une zone de contact entre plusieurs ordres que l'on va retrouver, je pense, lors de cette journée, et on l'a déjà abordé partiellement, autour de trois types de rencontres. La première rencontre, sur laquelle je vais revenir rapidement, c'est celle entre les nomades et les sédentaires, au courant du XIXe siècle, c'est-à-dire l'imposition d'un système politique ancré face à un système politique mobile,
liées à toute une série de transformations. L'autre, c'est la rencontre entre l'État impérial et l'État national, ou plutôt la manière dont ces terres, qui étaient auparavant régies par des ordres de la différenciation impériale, deviennent des lieux du national, et à partir de 1922, des lieux qui se construisent par la fixation de réfugiés comme mode de construction de l'État-nation. Enfin, c'est une zone de contact entre des ordres alternatifs révolutionnaires, ceux nés de la révolution syrienne, et des ordres d'expression importés du politique à travers l'expérience de l'État islamique, qui se joue tout à la fois de mouvements de population qui sont extérieurs à la zone et de schémas d'analyse qui sont produits sur d'autres territoires, plutôt le territoire irakien voisin. Comme toujours, les enquêtes historiques sont faites de bricolage. C'est à la fois des enquêtes orales, des ressources archivistiques et autres qui me permettent de revenir sur 3 moments. Alors je vais être un peu rapide par moment, je vous prierai d'accepter mes excuses de ne pouvoir rentrer dans tous les détails, parce que je voudrais vous convier à 150 ans d'histoire dans les 15 prochaines minutes. En 1780, les documents ottomans l'attestent de façon relativement claire. Entre Urfa et Raqqa, il se produit quelque chose, à savoir que l'ordre ottoman fondé sur les gouverneurs n'a plus les capacités ou les ressources nécessaires pour perdurer. Aussi, même s'il est nécessaire de collecter des ressources et des prélèvements, le pouvoir central se détourne et fait une sorte de zone, non pas vide, parce qu'il y a toujours des événements qui s'y déroulent, mais plutôt qui se retire au sens de l'ordre impérial moderne, ce système centralisé, décentralisé, qui faisait qu'un centre, par des gouverneurs répartis entre le Raqqa, ici, Alep et autres, gouvernait cette zone du nord. Beaucoup plus au sud, et c'est la première dilatation, une autre violence qui se déroule à l'abri, je dirais, des regards de l'archive, se produit quelque part au centre de la péninsule arabique actuelle. Au nom d'une nouvelle prédication, on a l'alliance entre Saoud et Wahhab qui se forme, mais aussi d'autres discussions ou d'autres conflits de terre liés à des difficultés en partie dues à des conditions écologiques changeantes, et donc soudainement une migration de type armé débute par le sud et remonte progressivement sur cette zone entre, comme le diraient les documents ottomans ou archivistiques et consulaires occidentaux, entre Damas et Bagdad, c'est-à-dire les zones que l'on connaît, sur ce vaste océan désertique. Et ce sont des migrations de quelques centaines d'hommes ou quelques milliers qui adviennent, bousculant par leur intrusion les implantations préalablement existantes et formant donc un premier type de violence politique dans le sens du contrôle territorial. Hanazé contre Shammar précipite au fur et à mesure de leurs avancées le fait que des communautés sont forcées de trouver de nouveaux refuges, de nouvelles sources de nutrition, parce qu'il y a naturellement destruction au passage des systèmes productifs locaux, systèmes productifs en plus à cette époque fragilisés par un petit âge glaciaire qui ne cesse de finir alors. La réponse à cette première dilatation de l'espace, donc qui partirait du centre de la péninsule arabique pour remonter quelque part vers le Taurus, sera la progressive réimposition d'un ordre non pas étatique, mais de système de forts et de garnisons, qui commence à partir d'Ibrahim Pacha, c'est-à-dire le gouverneur envoyé par le gouverneur d'Égypte qui conquiert temporairement la Syrie. Et l'expérience fait suffisamment sens pour que l'Empire ottoman, qui récupère cette zone à partir de 1840, prolonge l'entreprise pour construire ce que j'appellerais un front politique qui permet temporairement de trouver une solution de stabilisation
Solution de stabilisation qui procède de 3 choses. Tout d'abord, une restriction progressive des mobilités, faisant que chacun se voit assigner un espace dans lequel il pourra évoluer, mais sans empiéter sur les autres. Formule de conquête politique imposant l'idée que l'État central est celui qui a l'autorité, et en premier lieu l'autorité de la violence, parce que si l'une des tribus voudra le contester, alors il y aura expédition punitive, au sens du supplice de Foucault, et non pas la recherche d'une justice qui ferait l'attribution de part et d'autre. On est sur un phénomène que l'on connaît dans le monde, à savoir l'invention de ces zones frontalières ou fronts depuis les États-Unis naissantes, en passant par le nord de l'Afrique du Sud actuelle ou probablement l'ouest de la Chine, ces espaces où la projection et la réverbération de certaines violences passent par un ordre étatique qui advient sur un monde mobile. C'est dans ce cadre-là, avec la fixation de certaines communautés, que prend forme et prend émergence de l'idée de récupérer ou de reconquérir techniquement les espaces. Et quelques décennies plus tard, après ce premier épisode, en 1912, advient sur les bords de cette Euphrate l'invention d'une nouvelle technologie de pouvoir qui doit permettre à l'empire fragilisé de se consolider. Jarablus émerge non plus comme site archéologique connu pour des restes hittites, mais comme gare de chemin de fer qui permettra de connecter cette petite bourgade qui commence à avoir probablement quelques dizaines d'habitants stabilisés autour de campagne, avec un centre de Constantinople qui lui-même cherche à atteindre désespérément Bagdad par ce biais. Malheureusement, paradoxe de l'histoire, alors même que ce nouvel ordre est en train d'advenir, à savoir l'ordre technique qui permettrait à l'Empire ottoman de rayonner par le télégraphe et le chemin de fer, la Première Guerre mondiale advient, rendant ce couloir ferroviaire d'autant plus stratégique que les troupes allemandes décident qu'il permettra de faire circuler des hommes. Et lorsque nous sommes sur une mobilisation massive des communautés humaines par des mobilisations générales, il est absolument impératif de disposer de moyens techniques pour les déplacer. Aussi, il faut accélérer le processus de construction. Il faut faire de Jarablus et de ses périphéries un espace de regroupement permettant d'envoyer plus loin les populations. Mais au contraire, à partir d'avril 1915, nous en parlions déjà, un autre processus fait rentrer Jarablus sous une nouvelle forme dans des violences politiques qui se réverbèrent dès le mois de mai 1915. Selon les récits des soldats allemands, on peut lire « Les corps ne cessent de s'entasser. Ils viennent tous les jours par le fleuve. On ne sait d'où ils viennent, mais il se passe quelque chose au nord. Le nord, c'est le cœur anatolien, où le génocide arménien, fait de massacres et de systèmes de déplacement forcés, a précipité à un moment donné sur les routes un ensemble de populations jusque-là dispersées. Leur migration, c'est aussi un déplacement d'expérience et un déplacement de population qui débute en 1915 dans cette zone et qui va s'achever quelque part vers 1922-1924, rappelant que la chronologie de la Première Guerre mondiale dans l'Orient arabe ou l'Orient arabo-turc est beaucoup plus long et diffus que ce qu'il ne fut pour l'Occident. Le premier phénomène de dilatation, cette fois-ci de l'espace, n'est plus du sud vers le nord, mais bien de l'Anatolie vers ses marges syriennes, qui doit être le lieu de réceptacle de populations dont la fin a été programmée, soit par destruction violente et massacre, soit par l'épuisement progressif, soit enfin par la dénégation de leur identité ou de leur identité personnelle, par mariage forcé et par adjonction aux familles locales.
La zone frontalière, ici, celle qui divise quelque part la Syrie et la Turquie, se retrouve soudainement être une zone aussi de discontinuité dans ce processus. Si on voit très clairement que le cœur anatolien est un cœur frappé, là, à l'arrivée de la Syrie, deux routes de la mort pour l'une et de la transformation pour l'autre adviennent. La plus connue est celle qui mène vers Deir ez-Zor. Elle se ponctue par un arrêt à Ras el-Ain, qui est un autre point frontalier dans lequel une station de chemin de fer est en cours de construction. Et Ras el-Ain, jusqu'à aujourd'hui, contient encore les crânes des Arméniens dans les sols agricoles cultivés, soulignant par là même qu'il était possible de massacrer de 10 à 12 000 personnes sans que ce lieu ne devienne un lieu éponyme ou un lieu mémoriel particulièrement remémoré par les pouvoirs ultérieurs. Au contraire, à Jarablus, donc sur l'autre côté de l'Euphrate, une réalité plus complexe s'opère. C'est la première migration de quelques centaines de familles qui arrivent totalement épuisées, ayant survécu aux différentes tueries sur la route, autour de cette petite bourgade. Donc ici c'est Jarablus, parce que nous sommes en graphie anglaise. Arrivée sur place, elle rencontre l'ordre syrien voulu par Djamal Pacha, c'est-à-dire le gouverneur de la Syrie qui lui-même a fait partie des jeunes Turcs ayant pris le pouvoir en 1908, qui ne rêve que d'une chose, utiliser la technique pour transformer ce territoire syrien à l'occasion de la guerre, parce qu'après tout, la guerre permet aussi tous les débordements techniques souhaités et toutes les transformations rapides au nom d'un ordre supérieur qui est toujours aux périphéries. Aussi trouve-t-il dans ces Arméniens les parfaits forçats du chemin de fer qu'il va mettre à la tâche et ainsi sédimenter dans un premier territoire. Pour eux, c'est une survie temporaire, mais c'est une survie au prix non pas d'un esclavage prononcé, mais de travaux forcés extrêmement brutaux. La fin de la guerre, en 1918, laisse espérer une migration inversée. Les Français arrivent, au nom d'accords discutés, nous dirons, avec les Britanniques, pensent pouvoir opérer le contrôle de la Cilicie du Nord et par là projettent eux-mêmes leurs troupes jusque dans la zone actuelle qu'on voit sur cette carte de Urfa, voire de Malatya. Mais bien vite, dans l'ordre que les Français font advenir dans la région, ils cherchent des alliés, ils cherchent des composantes de la population sur lesquelles s'appuyer. Et en 1919, un terme vient résumer ces potentiels alliés, à savoir les minorités, le terme devenant dans le vocabulaire international une désignation pour des composantes ethniques et ou confessionnelles qui ne représenteraient pas le groupe dominant au sein de sociétés. Jusque-là, il ne désignait pas ces groupes-là. Un autre ordre est en train d'advenir au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui se forge très largement sur la connexion entre, d'une part, ces minorités et, d'autre part, un ordre européen s'imposant sur le Moyen-Orient pour corriger et diminuer les violences extrêmes. Et les Français autorisent la migration de nouveau de ces Arméniens établis autour de Jarablus pour récupérer des terres, mais en cela font endosser pour les personnes qui les suivent le fait d'être dans les fourgons de l'étranger ou dans les fourgons de l'armée impériale française en Turquie. Ils sont chassés par l'insurrection kémaliste et se retrouvent à revenir sur quelque chose que nous connaissons bien dans le Moyen-Orient actuel et dans ce jeu des migrations forcées, lorsque un membre de la famille s'établit, à un moment donné, lorsqu'il s'agit de bouger en urgence, c'est vers ce même endroit que les populations reviendront. Aussi, selon les rapports de l'époque, quelques centaines d'Arméniens s'établissent et les Français posent le point frontalier au nord immédiat de Jarablus. L'État national sera donc un État fondé sur les camps, parce qu'un camp de réfugiés s'établit à cet endroit-là avec des espaces de tentes de 1922 à 1926,
Et pour reprendre l'expression de Benjamin White, c'est bien les réfugiés qui permettent à la nation et à son État d'émerger dans le Moyen-Orient recomposé. Deuxième donc césure cette fois-ci avec l'idée qu'une frontière, c'est-à-dire une ligne de démarcation fixe, puisse rétablir à un moment donné les discontinuités normales de l'espace et à un temps plus ordinaire normé par l'État. Mais cette deuxième ligne de fracture, qui se passe par l'invention de l'urbain et la construction d'un sérail, en est la preuve, le sérail étant le centre de gouvernement, mais qui reproduit les canons que l'on retrouve dans les grandes villes de la Syrie ou du Levant contemporain, fait que cette frontière est aussi une urbanisation et un ordre imposé dans la symbolique du lieu. C'est important parce que quelques décennies plus tard, lorsque la révolution syrienne débute à partir de l'été 2011 dans cette province, tout simplement parce qu'il fallait attendre le retour des étudiants qui avaient commencé à s'organiser sur Alep principalement et qui lancent immédiatement les premières contestations. Ces deux niveaux de fracture, à savoir les populations sédentarisées par le biais de l'urbain et d'autre part les populations sédentarisées sous la contrainte de l'État, se retrouvent progressivement dans deux camps adverses. Au premier, ceux qui sont nés dans les familles urbaines, que ce soit à Ain el-Arab, qui deviendra Kobané quelques années plus tard, ou bien à Jarablus, ils se retrouveront principalement dans le camp de la révolution des comités civils d'organisations et autres. En 2012, ils prennent possession de la ville, en chassent les derniers représentants de Bachar el-Assad, qui de toute façon ne s'intéressent pas aux frontières, se disant qu'en se retirant des frontières, ils pourraient advenir autre chose. Et au passage mettent à la marge un certain nombre de familles qui jusque-là étaient plutôt proches de ce que l'on appellera le régime syrien. Le fait de mettre à la marge ces populations feront que d'autres membres de ces familles chercheront à faire la révolution dans la révolution, et à partir de 2013, l'État islamique leur proposera une formule qui leur permettra tout à la fois de s'appuyer sur une migration armée inédite, Allemands, Français et autres arrivent avec des jeux de substitution foncière tout à fait savoureuses, notamment dans le cas de familles germano-syriennes qui se voient déposséder de leurs terres pour les octroyer à des djihadistes allemands venus faire le djihad local, et ces populations locales aussi, qui se retrouvent encore une fois tout à la marge de cet État islamique, rappelant par là même que la remise en cause de Sykes-Picot s'arrête à la Turquie, parce qu'on ne remet pas en cause la frontière turque, on peut éventuellement discuter de la frontière syro-irakienne, et impose une nouvelle fois cette dilatation brutale du temps, parce qu'en quelques mois, on passe de quelques communautés qui font allégeance sous le prix d'une violence brutale, à un ensemble gris qui s'étend quelque part des bordures presque de Damas jusqu'à Alep. La réponse, encore une fois, sera celle du réétablissement d'une frontière ou du réétablissement d'une zone de front. Et à partir de 2016, pour corriger ce dernier temps de violence, en dehors de l'usage de l'armement moderne, entre autres par l'entrée en scène de la coalition internationale, la puissance turque étendra progressivement sur 60 km son autorité, réinventant ou renouvelant l'expérience frontalière connue dans la fin du XIXe, à savoir la projection de puissance et l'imposition d'un espace immobile dans lequel on peut fixer de nouveau un temps plus normé, celui d'une reconstruction ou d'un développement, permettant sous une forme à cette violence politique de décroître. Aussi, dans les réverbérations de la violence politique, c'est toujours un peu ce jeu qui se rejoue en permanence, à savoir une brutale dilatation de l'espace faisant que des espaces qui n'étaient pas connectés jusque-là sont mis en présence, autour de mobilités forcées et de déplacements brutaux, qui portent en eux une mémoire qu'il est difficile de connaître ou de canaliser, dans la mesure où nous sommes sur des espaces de marge qui ont faiblement intéressé et qui pourtant révèlent beaucoup de choses, à savoir que depuis la frontière ou depuis la marge, on peut peut-être mieux comprendre ce qui se joue au centre, surtout quand ce centre peut être le porteur de violences politiques.
Merci Mathieu Ray, d'abord de vous être limité très strictement donc au temps dévolu et d'avoir vraiment posé en fait le cadre de la réflexion, parce que Ursula Gauthier prenait la parole tout à l'heure, mais je pense que c'est pas uniquement de la question des Ouïghours, mais je pense que toute la description de ce processus nous éclaire en fait sur ce qui se passe beaucoup plus à l'est en fait. Et là, on commence déjà à recueillir les fruits de cette idée en fait de mettre en parallèle donc le Moyen et le Moyen-Orient et l'Orient plus éloigné. Donc nous avons vraiment quelques minutes pour quelques questions très très brèves. Juste en plus, on élargit un peu la focale. On a donc des soldats allemands, des soldats français, ensuite des soldats américains, puisqu'ils sont arrivés à peu près dans le secteur ces dernières années, des soldats russes. Voilà, bon, question d'Occident. Oui, mais là, ce que je trouve évidemment, enfin moi j'écoute avec d'un point de vue effectivement qui est beaucoup plus à l'est, mais je trouve absolument fascinant en fait justement ce processus d'une projection d'un ordre étatique, c'est-à-dire qui fige, qui fixe, sur en fait un espace qui est à l'origine mobile. Hein. Donc là, on est vraiment déjà dans la problématique enfin de tout ce qui se passe dans le Grand Ouest chinois. Hein. Et là, on voit tout à fait la continuité. Enfin, je veux dire, bon, là sur les cartes, on voit la proximité de l'Empire russe, mais l'Empire chinois est pas très loin, en fait, un peu plus en dehors de la carte. Bien, donc peut-être une ou deux questions maximum. Sinon... Alors juste pour rebondir sur votre remarque, je pense qu'il faut toujours se remémorer que le 19e siècle est le siècle de la fin de la mobilité, au moins pour la façon dont on le percevait, c'est-à-dire de communautés qui pouvaient évoluer dans des espaces variés. Et la première forme de violence dans la réorganisation du politique, c'est de dire à un moment donné que toute construction politique sera fixe. Et donc procédera de centre, et donc à partir de là, elle se déplacera selon un système front au sens militaire ou civilisationnel, selon les désignations des différentes communautés, procédant toujours par la destruction de cultures locales et par le réagencement autour de normes qui n'étaient pas forcément celles voulues. Le problème, c'est que comme nos sources sont principalement celles du centre, on voit toujours, à partir des yeux de la civilité, enfin de la hadara en arabe, ou de la ville, sur ces marges qui sont toujours celles des barbares, qui renvoient à d'autres désignations qu'on en retrouve de façon assez courante.